Salut à tous. Eh bien oui, on y est arrivé. C'est le dernier débriefing MotoGP de la saison, comme quoi le temps passe très très vite. On s'est retrouvé dans une ambiance assez particulière sur le circuit de Valencia en Espagne, avec effectivement, vous le savez bien sûr, après la disparition tragique de Marco Simoncelli, avec ce contexte chargé d'émotions, Kevin Schwantz, tous les pilotes, la parade. Forcément, Jean-Luc, un grand moment d'émotion. Bien sûr, Patrick, bonjour à tous. Évidemment, comment ne pas revenir sur cet accident absolument tragique de Marco Simoncelli. Accident, on va dire toujours mal vécu, mais les circonstances particulièrement effroyables avec ce casque arraché et malheureusement Marco qui reste un peu en travers de la piste comme ça, qui a vraiment marqué les esprits. C'était le cas aussi en Formule 1. On a souligné les nombreuses cérémonies ou déclarations, les numéros 58, et c'est rare que les pilotes de Formule 1 eux aussi s'associent, non pas malheureusement à une disparition, mais marquent à ce point leur intérêt, surtout qu'il y avait donc eu Dan Wheldon. Bon, donc tu l'as évoqué. Moi, j'ai trouvé l'évocation de la mémoire de Marco absolument émouvante. Pareil, vraiment très, très, très remuante. Cette association de l'ensemble du monde de la moto avec tous ces pilotes là qui ont fait le tour du circuit, qui se sont après rassemblés sur le bord de la piste. Enfin, je crois que c'est la grande famille de la moto et des sports mécaniques qui a été marquée par la disparition de Marco Simoncelli, dont effectivement, on en parlait hors antenne, on en parle entre nous, qui risque effectivement d'avoir à la fois marqué un coup pour le motocyclisme italien, bien sûr, parce que c'était quelque part le porte-flambeau de ce motocyclisme. La relève, et puis je pense peut-être qu'un certain nombre de pilotes, et les meilleurs, n'ont pas caché Valentino Rossi, peut-être là pendant l'hiver, Casey Stoner et d'autres qui vont réfléchir à la manière dont on se comporte en piste, etc. Casey Stoner a déjà dit, peut-être je vais me montrer moins agressif dans certains cas. Donc tu vois, c'est quand même, ça peut aller loin. Je crois que c'est un sport qu'on aime, hein, qu'on adore. Moi, je répète à l'envi, les pilotes motos sont des héros. Eh bien, ils viennent de le démontrer une nouvelle fois, dans la douleur comme dans la dignité et dans la célébration de ces Grands Prix, et parce qu'on va parler de sport, bien sûr. Bien sûr, Jean-Luc. On va quand même continuer cette petite séquence et émotion. Parce que d'abord, il y a eu ce froid, un peu la pluie, les conditions de piste étaient quand même assez difficiles. Donc, c'est à se demander si on n'attendait pas encore à chaque tour qu'il n'y ait surtout pas un autre accident. On va revenir tout à l'heure sur le MotoGP. Il y en a eu d'ailleurs il y a eu un beau strike, mais aussi l'émotion, elle a été, je crois, je pense que tu seras d'accord avec moi, elle a été aussi grandie encore plus par la victoire en Moto 2. J'arrive directement à la course Moto 2 de Michele Pirro, qui est un pilote de Fausto Gresini, que l'on a vu pleurer sur le bord de piste, et ce d'autant plus que l'autre pilote de l'équipe était tombé en début de course, et on s'est un peu inquiété. Oui. Forcément, là aussi, ça avait soulevé encore. On a pu s'inquiéter. Et voilà, et tout ça, ça a fini en pleurs, ça a fini en joie. C'était cette dernière course de Moto 2 était aussi un petit peu dans le symbole de ce week-end. Absolument, la victoire donc de Michele Pirro et le pilote dont tu parlais, Yuki Takahashi, qui après avoir mené ce Grand Prix de manière très très brave et avec en plus le portrait de Marco Simoncelli de chaque côté du carénage des motos. Enfin, il y avait un poids émotionnel qui était absolument énorme. La piste était glissante, tu l'as dit, les conditions météorologiques étaient absolument épouvantables, peut-être les plus piégeuses, parce que quand la piste est véritablement humide, mouillée, les pilotes savent qu'elle monte pneumatique, l'adhérence ne varie pas. Là, je crois qu'elle variait pratiquement d'une courbe à l'autre. Et puis, dès qu'on sortait de la trajectoire, effectivement, eh bien là, cette espèce de crachin qui rendait la piste très grasse se déposait et donc modifiait les conditions d'adhérence. D'où ce crash. Et comme tu l'as dit, quelque part, un clin d'œil du destin. Évidemment, là aussi, Pirro n'a pas manqué de montrer le ciel, lui aussi, juste après. L'émotion l'a submergé, tout comme, bien sûr, Fausto Gresini, qui, faut-il le rappeler, malheureusement, avait déjà perdu d'autres pilotes en course et cette écurie qui a été gravement touchée. Et lui-même qui était un ancien très très grand pilote. Donc oui, comme tu dis, quelque part, ça s'inscrit dans la logique. C'était pas évident non plus pour cette équipe de réagir de cette manière, avec autant de brio et autant de courage de la part des pilotes. Et oui, l'histoire est belle. L'histoire est belle. L'histoire est belle, elle est d'autant plus belle qu'elle vient un petit peu remplacer l'affiche qu'aurait dû être cette dernière course de Moto 2, puisqu'on attendait un final grandiose entre Bradle et puis Marquez. Et puis voilà, la chute de Marquez la veille aux essais. Et puis il n'est pas là. Donc le titre qui arrive
tout directement dans l'escarcelle de Stefan Bradl, qui en plus lui aussi fait partie des pilotes qui n'ont pas pu éviter la chute. Donc voilà, heureusement qu'il y avait ça quelque part. Soyons clairs, on a été un peu privé de dessert en matière de sport, parce qu'on aurait aimé cet affrontement pour le dernier Grand Prix, évidemment, sur la piste entre Marquez et Bradl. Malheureusement, Marquez trop blessé, trop handicapé par sa chute, on rappelle, en essai lors du dernier Grand Prix, n'était pas là. Donc ça veut dire que le titre était acquis par Bradl. Alors Bradl, on l'a vu marqué par l'enjeu, moi je crois aussi, parce qu'il chute, effectivement, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux à avoir chuté, mais il était un peu empêtré, il n'était pas à l'aise. Il n'avait pas cet engagement qu'on lui connaît sur certains tracés. Donc, il remporte un titre formidable. Alors aussi, on pourrait épiloguer longtemps. C'est vrai que Bradl fait un début de saison formidable et Marquez, incontestablement, prend la main sur la deuxième partie. Qu'adviendra-t-il de l'un et de l'autre dans le futur? Nous le saurons. En attendant, le champion du monde, et il faut le célébrer, c'est Bradl. Après, à l'issue d'une saison absolument formidable et qu'il a dominé. Et ne pas céder sous la pression, c'est déjà une qualité de champion. Donc il l'a démontré. Alors, c'est un tournée court en Moto 2. Avant de continuer, d'ailleurs, petit mot pour. C'est un tournée court pour Valentin Debise. Oui, c'était lui aussi son dernier Grand Prix. Abandon après 7 tours seulement. Encore une fois, saison difficile. On espère pour lui qu'il va. Il cherche un guidon, on lui souhaite beaucoup de courage et on espère qu'il en trouvera un très vite. Valentin, il est encore très jeune. Il l'avoue très, très volontiers d'ailleurs, il a encore commis des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Comme on dit, l'expérience est une longue suite d'erreurs. Bon, évidemment, à un moment, il faut en tirer bénéfice et on lui souhaite à l'avenir de trouver une belle équipe et de continuer dans le cadre de ce Moto 2, bien sûr. Idem pour Marc Di Miglio qui nous fait une belle fin de saison quand même. Et oui. Là aussi, si on prend les résultats, on voit que Mike, évidemment, est remonté sur la fin. Les résultats, regarde, si tu prends les 5 dernières courses, il marque des points dans 4 Grands Prix, alors qu'auparavant, il n'en avait marqué qu'une fois. Donc là aussi, est-ce que c'est la pression de l'enjeu? Est-ce qu'il a appris beaucoup? Parce que cette catégorie, elle est évolutive encore. On voit que les performances sont terriblement serrées. C'est le cas en course, bien sûr, on le voit, mais c'est le cas aux essais, où là aussi, c'est même pas à 1 seconde près. Là, c'est à 3 dixièmes de seconde près. Tu recules de 3 rangs sur la grille. Donc, c'est absolument énorme. Après, il faut un petit peu de chance. Il faut une osmose avec l'équipe. Bon, on regrettera qu'évidemment, là, pour le coup, je parlais de belle histoire tout à l'heure, la belle histoire de Mike avec l'équipe française Tech 3 d'Hervé Poncharal ne se soit pas conclue de manière positive. Bon, là aussi, c'est la vie. Et puis, on va parler de Jules Cluzel, bien sûr, le dernier. Oui, bien sûr. Jules, c'est pareil. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide. 13e performance, il est dans les points. C'est bien. On attendait indubitablement mieux de Jules Cluzel sur cette saison. On peut penser. Absolument. Lui aussi. Alors, on passe également à peut-être l'autre course où il y avait un énorme enjeu, où à la limite on avait tous sorti nos petits drapeaux avec bien sûr Johan Zarco qui pouvait jouer le titre face en 125, la dernière course en 25, on le rappelle, de l'histoire, la dernière course de temps de l'histoire aussi. On tourne une page dans cette histoire du MotoGP. On tourne une page aussi pour Johan, qui a roulé dans l'équipe d'Angelis pas plus tard qu'hier en Moto 2. Lui, il tourne la page en étant vice-champion du monde. Là aussi, c'est un peu dommage. Bien sûr que c'est dommage, mais là, il avait la pression. On l'a vu sur la grille de départ, il y avait l'ambiance générale, on l'a dit, qui pesait. Il y avait cette ambiance particulière pour lui, où là aussi, il se devait effectivement de gagner ce Grand Prix. Quoi qu'il arrive, il devait gagner, lui. Et puis après, voir quelles pouvaient être derrière, évidemment, les performances de Nicolas Terol, qui était loin sur la grille. Donc il y avait un enjeu énorme. Bon, il s'est fait piéger par les circonstances, Johan. Il termine par terre. C'est même, je crois, le seul Grand Prix, je ne dis pas de bêtises, ou pratiquement qu'il ne termine pas. C'est le seul. C'est le seul qu'il ne termine pas. Donc, le paradoxe, c'est que c'est là. Je crois que la partie était difficile parce que, à l'inverse, Nicolas Terol, lui, a bien maîtrisé son sujet. C'est-à-dire qu'il est parti doucement. Il est remonté tout de suite. Il était à 2 places derrière celle de Johan Zarco. Et là, moi, j'ai commencé à me dire, je suivais ça comme tout le monde avec beaucoup de passion, et je me suis dit, là, c'est mal barré parce qu'il l'a en ligne de mire. Il suffit qu'il le marque à la culotte. Voilà. En termes d'adhérence, Johan n'avait qu'une ambition, c'était de gagner. Mais encore fallait-il, il y avait 20 points d'écart avant, encore fallait-il que Terol soit beaucoup plus loin et que cet écart de 20 points soit marqué. Et bon, j'ai compris que l'autre, il maîtrisait parfaitement son coup et il l'a fait jusqu'au bout. Alors après, il n'a pas remporté le Grand Prix, c'est le jeune espagnol Maverick Viñales qui a, alors lui, ébouriffant, à 16 ans à peine, ébouriffant, mais bon. Donc ça veut dire que l'école espagnole est formidable, là aussi. 4 pilotes espagnols aux 4 premières places et ils sont 3 au championnat du monde. Enfin, on le savait, de toute manière, il n'y a pas de secret.
Donc mais Johan, pour revenir là-dessus, il a une très belle carte à jouer. C'est pas un échec, c'est un succès formidable pour Johan Zarco. Et donc, j'espère qu'on se retrouvera et qu'on retrouvera ce pilote avec une bonne machine, vraisemblablement du côté des Moto 2. C'est ce que je disais, hein, il a roulé pour l'équipe de Angelis en Moto 2 le lendemain. Donc voilà, son avenir est tracé, à lui de saisir sa chance. On va rapidement, parce que c'est le dernier, donc on débriefe longtemps. On se laisse un peu aller. Voilà. Sur la toute dernière course de la saison, là aussi, bon, on a évoqué l'émotion tout à l'heure. Dernier course Moto GP. Là aussi, franchement, ça part mal. Avec le strike, avec les 3 meilleurs pilotes Ducati, dont Rossi, dont De Pugnet, qui sont entraînés dans la chute par Alvaro Bautista et la Suzuki, et puis aussi un petit peu ils étaient un peu serrés. Voilà, ils étaient un petit peu serrés. De Vizioso là, qui s'écarte un peu. Et après, qui entraîne tout le monde. Bon, là, franchement. Et donc, d'un Grand Prix qui était décapité, il faut le dire, après un virage, avec les 10 secondes, presque 11 secondes qu'avait pu prendre Casey Stoner, au final, c'était fabuleux. Alors déjà, la bataille derrière pour les autres pilotes Honda a été remarquable parce qu'il y avait non pas une suprématie, puisqu'on sait que le sort de Dovizioso est réglé. Dovizioso sera chez Tech 3 aux commandes du Yamaha la saison prochaine. Mais il voulait devancer Pedrosa chez lui, devant son public espagnol, et il l'a fait. Donc de très belle manière. À un moment, on a bien compris d'ailleurs que Pedrosa, qui déteste, et je le comprends, ces conditions changeantes et piégeuses, etc., lâche un peu, rend un peu la main, et c'est le troisième homme, Ben Spies, qui lui observe le duel des 2 hommes chez Honda, ne s'en mêle pas, et à un moment, on sent que ça y est. À cause de son choix pneumatique, son style de pilotage, il est capable de revenir. Il commence par passer donc les 2 adversaires de chez Honda, enfin plutôt Dovizioso, et à revenir et à combler son handicap de manière extrêmement impressionnante, vraiment. Sur Stoner, comme tu le disais, qui avait plus de 10 secondes d'avance, on pouvait penser qu'à ce moment de la course, il dominait son sujet. Eh bien non, il revient, il le passe à 3 tours de l'arrivée. Là, on se dit non, il ne va pas le faire. Et puis, il y a un sursaut de Stoner. Eh bien oui, quelque part, c'est dommage, mais là aussi, Stoner, quel champion. Quel champion. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on commence par être abasourdi par la performance de Stoner. Donc, on se dit, il mérite de gagner. Et après, on devient presque supporter de Ben Spies. Bien sûr, il fait, comme on l'a dit, une remontée formidable. Et puis, il attend son heure, surtout. Il est bien, vraiment, il attend, il guette sa proie. D'abord, il règle son compte, on l'a dit, aux 2 pilotes Honda devant lui. Et après, il va régler son compte à Casey Stoner, qui est le champion du monde en titre. On se dit, non, d'un chien, il va s'en mettre un autre compteur après sa victoire, effectivement, à Assen, aux Pays-Bas. Et malheureusement, ça ne sourit pas. Bon, c'est le jeu. Je pense que là aussi, Ben Spies a appris, encore une fois, sur ce coup-là. On apprend toujours, une nouvelle fois, de ses échecs, plus que de ses victoires. Donc, il a compris quelque chose. Un mot pour Randy De Pugnet, dont on espère qu'il va signer, lui aussi, revenir dans l'équipe Honda, l'équipe LCR, qui lui avait permis d'obtenir de très beaux résultats. Lucio Cecchinello, exactement. Et ce serait une belle histoire, là aussi, d'abord que de garder un Français comme Randy à 30 ans maintenant. Allez, la belle saison, elle est pour lui. Moi j'y crois aussi, parce que le talent, il est là. Il a une moto extrêmement difficile à dompter, même Rossi n'y est pas parvenu. Avec une belle Honda, et là les Honda sont en pleine forme, et j'espère qu'elles le seront l'an prochain. Moi j'attends Randy aller dans le top 5 régulièrement. Voilà. Bon, voilà. On va quand même rapidement conclure avec 2 autres choses, si tu veux bien, Jean-Luc. La retraite de Loris Capirossi, quand même. Et moi, j'aimerais faire un petit clin d'œil à nos programmes de Motors TV, parce que vous avez suivi Josh Hayes, champion, double champion de Superbike, AMA Superbike. Vous avez vu ça sur notre antenne durant toute la saison. Eh bien, franchement, il a fait une course plus qu'honorable, Josh Hayes. Il a fait mieux que ça. Il a été. Alors, je vais commencer par lui, tiens, pour terminer après. Oui, il a fait une course exceptionnelle dans des conditions d'adhérence, nous l'avons dit, très précaires, qui en ont piégé plus d'un. Déjà, il est resté sur ses roues. Il termine 7e, et puis avec quand même Karel Abraham derrière lui. Tu en parlais, on y vient. Loris Capirossi, Tony Elias, Barbera, Aoyama. Non, c'est remarquable. Écoute, juste devant lui, il y a donc Nakasuga qui faisait un remplacement également. Non, je crois qu'il a convaincu. Il est plus tout jeune non plus. Oui, il est plutôt jeune. Donc, il confirme le très haut niveau de la AMA Superbike. Et tu as raison. Voilà. On vous renvoie sur les programmes de Motors TV. Et on termine par évidemment Loris Capirossi. Beaucoup d'émotions à tous les niveaux. Il est italien, faut-il le rappeler. Lui qui rappelle qu'il a vécu pendant 22 ans avec le monde des Grands Prix. C'est un grand bonhomme qui nous quitte avec le numéro 58 sur sa machine. Pareil,
je suis ravi de le voir terminer comme ça aussi. J'entends par là en bonne santé. Il a plein de projets. Hein, il va faire des choses qui vont lui donner de l'adrénaline aussi. Je crois qu'il y a question d'escalade, question de VTT, il y a question de plein de trucs comme ça. On lui fait confiance. Il va pas s'embêter une seconde, Loris. Et on le remercie pour toutes ces années passées en notre compagnie via les MotoGP. Merci Jean-Luc. Merci à toi, Patrick. Et merci à tous. Ciao. Salut.